Lille est une ville située au nord de la France, tout près de la frontière de la Belgique. Elle est reconnue pour son architecture aux influences flamandes. C'est aussi un lieu de transit important pour le trafic d'armes et de drogue. Et comme j'ai peur de rien, direction Lille. Quand j'arrive à Lille, je peux sentir l'influence flamande sur l'architecture des immeubles. C'est très beau. On a une saveur où on est un peu dépaysé, mais dans l'abondance. On a l'impression que c'est une ville qui est riche, une ville qui est en santé et surtout une ville qui est belle. Sur place, je rencontre Gilles, qui va être mon guide pour me faire visiter le centre-ville de Lille. Donc ici, à Lille, là, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Juste en face de toi, tu as le siège de La Voix du Nord. La Voix du Nord, c'est un journal qui est né pendant la guerre. Un journal qui est né de la Résistance, 1941. Au sommet, il y a 3 statues en or qui sont les statues de la Flandre, du Hainaut et de l'Artois. Ce sont 3 pays qui composent la région. Gilles, c'est un ancien journaliste qui est devenu professeur. C'est quelqu'un qui a une grande conscience professionnelle. Il était vraiment préparé. Ici, tu as la Vieille Bourse. C'est peut-être le plus beau monument de Lille. En tout cas, c'est celui qui a le plus de charme. Il date du XVIIe siècle. Il est beau, flamand. L'aspect que je connaissais moins, c'est que Lille est entourée d'autres villes. Et dans ces autres villes-là, ben, c'est peut-être un petit peu moins beau que la Grande Place. Ce que j'ai remarqué, c'est que il y a Lille et il y a les banlieues de Lille. Est-ce qu'on va retrouver Lille avec un autre nom? Comment ça fonctionne exactement? Lille, c'est une ville moyenne. Il y a 220 000 habitants. Mais Lille métropole, il y a 1 100 000 habitants. En fait, quand tu pars d'ici, dans cette direction, tu vas te retrouver sur le grand boulevard qui nous emmène à Roubaix ou à Tourcoing. Roubaix traîne la réputation de ville la plus pauvre de France, mais il y a une dynamique qui est tout autre qu'à Lille. Ici, la culture, c'est une culture un peu bourgeoise, marchande. À Roubaix, c'est une culture plus populaire, qui est issue d'un mélange entre les descendants des capitaines d'entreprise et puis le milieu ouvrier. Donc, lorsqu'on se promène autour de la Grande Place, c'est le fun parce qu'on retrouve une partie de l'histoire. Les routes sont en pierre, sont très étroites. Il y a des véhicules de stationnés partout. Et ce qui est frappant, c'est qu'il y a plein de boutiques. Il y a beaucoup de va-et-vient, beaucoup de monde, beaucoup de vie. Ici, c'est frappant. On a cette magnifique architecture et de l'autre côté, un immeuble ultra-moderne. On est comme dans 2 mondes différents. Tout à fait. Ici, tu vois la gare Lille-Flandre, qui est la première gare de Lille, avec la façade qui est l'ancienne façade de la gare du Nord à Paris. Ils l'ont ramené ici? Ils l'ont démontée et remontée ici quand la gare du Nord de Paris est devenue trop petite. Et juste derrière, eh bien, on a le centre commercial Euralille. Alors, si tu veux, les gens qui viennent faire leur shopping à Lille, qui se donnent rendez-vous ici, parce que c'est le terminus du Mont-J. Le Mont-J, c'est le tram. Donc, il doit y avoir beaucoup de jeunes qui communiquent ici. Oui, c'est leur point de rendez-vous.
Non seulement c'est le point de rencontre, mais c'est aussi le point de départ pour visiter la belle région de Lille. Voilà. Merci beaucoup, Gilles. Près du centre-ville, mon prochain arrêt, c'est rencontrer Camos. Camos, c'est un producteur, gérant, agent d'artistes. Là, ici, on parle bien de rappeur, pour pouvoir justement me faire visiter une partie de la ville à laquelle je n'ai pas accès. Comment tu gères avec le fait que certains de tes clients mènent une double vie, finalement? Bon, ça, c'est pas facile, hein. Aujourd'hui, je peux voir un artiste, on va au studio, on réalise un clip, etc., etc. Et demain, je rappelle le même artiste, je l'appelle répondeur. Après, je demande à son associé, mais il est où? Ah, soit il est en prison, soit il s'est fait tirer dessus. Durant le trajet, il me parlait un peu de ses activités. Et comme il cherche toujours des talents, ben, je lui ai dit que j'en faisais du rap. Le plus big des rappeurs est arrivé en ville, mon ghetto blaster. Moi, c'est la barre olympique. Pendant que les petits frimeurs crevent de faim dans les ghettos, moi, je me fais dans un grand camp. Le rappeur big, le rappeur big, Hein? Ah, c'est lourd, hein? Non, Ouais. mais il faudrait que je produise, hein? Je pense que je l'ai vraiment impressionné. Il y a du monde ici aussi, là. Ouais, ça bouge aussi. C'est un quartier plus pauvre. Ouais, c'est un quartier chaud, pauvre. Ici, il y a beaucoup de, ces derniers temps, des règlements de compte. Non, ici, on peut sentir que ça craint. Ouais. Arrivé au quartier du Moulin, je débarque du véhicule et je m'en vais rencontrer MCG. Puis une fois que Camos m'a présenté, bien, après quelques minutes, ma grande surprise, Camos avait disparu. Je pense qu'il avait trop peur de me signer tout de suite. Ou bien il est allé préparer le contrat, mais je m'attends vraiment d'avoir des nouvelles de lui très bientôt. MCG, peux-tu me parler du quartier un peu? Le quartier s'appelle plus précisément Porte d'Arras. C'est un quartier voilà, qui fait partie du Moulin, etc. Et C'est un quartier chaud? c'est un quartier chaud, exactement. Derrière lui, il y a un gros immeuble plein d'appartements. Et ça, c'était un peu comme la vie, le centre vital du quartier. Un endroit où il a lui-même habité, allé jusqu'à l'an dernier. Ça se trouve être quoi, ce bâtiment-là? Celui-là, c'est le bâtiment du boulevard de Strasbourg. On appelle ça comme ça, on appelle ça le BDS. En fait, pour moi, c'est le centre du port de Port d'Arras. C'est à ça que tu reconnais mon quartier. Lorsqu'on arrive et on voit ça, oui, on voit de la couleur, c'est imposant. On voit que la vie n'est pas facile aussi. Est-ce que ça représente les gens qui vivent dans le quartier? Bien sûr, bien sûr. Regardez. Juste à regarder. C'est triste. MCG, c'est un rappeur. Il est plein de vie. Il a une belle fougue, une belle énergie. Dans tes chansons, qu'est-ce que je peux m'attendre d'entendre? Bon, vous allez entendre qu'ici, c'est pas facile. C'est la débrouille. La violence, la drogue. Malheureusement, après, voilà, on va pas se le cacher. Donc, MCG m'offre d'aller vers le building, d'aller voir de quoi ça a l'air à l'intérieur, derrière les murs. Une fois sur place, bien, à ma grande surprise, il y avait un groupe de gens
ce que j'ai rapidement compris, c'était sa gang. C'est clair que c'était assez intimidant de ne pas avoir été escorté. Pas certain qu'on y aurait été. Puis en même temps, bien, ça me permettait de voir justement, il y a une certaine réalité, elle existe, puis on la sentait très bien. Est-ce qu'ils vont démolir ça, cet édifice-là? Ouais, ils vont démolir ça, malheureusement. Ils vont le démolir? Ah, Ça te fait quoi, ça, qu'ils le démolissent? ça fait un peu mal au cœur, parce que c'est là où j'ai grandi. J'ai grandi ici quand même. Ça fait partie de la vie du quartier, tu vois. Y a-t-il encore des gens qui habitent dedans? Ouais, il doit en avoir 5. 5 personnes qui doivent vivre dedans. 5 personnes qui Ouais, habitent dedans. ils veulent pas partir. Donc, les lieux semblent être abandonnés, mais il y a encore des gens qui vivent là-dedans. À un certain moment, je discute avec MCG puis un autre de ses amis. Et là, on a tombé un peu plus dans le cadre du sujet. C'est quoi la vraie vie? Parce qu'au-delà des 400 coups et que ça craint, des fois, c'est vraiment violent. Pouvez-vous me raconter ou me dire comment ça peut être violent ici, dans ce quartier? Comme il y a 6 mois, tu vois, il y a 6 mois, malheureusement, j'ai perdu un proche. Un pote en moi qu'on a grandi ensemble depuis tout petit. On a fait nos 400 coups ensemble. Voilà, qu'on a grandi ensemble, des 2 balles dans la tête. Est-ce que ça arrive souvent? Des gens qui se font tirer dessus, tout, ouais, ça arrive Il y a souvent. toujours. Toute l'année. Toute l'année, toujours. Le copain d'MCG portait une cagoule pour se cacher le visage. Je lui laisse le soin de vous expliquer pourquoi. Et pourquoi tu portes un masque? Parce que je préfère rester dans l'anonymat. Es-tu recherché? Il pouvait prendre ses prendre mes sa sécurité, précautions. quoi. Précaution, voilà. Face à qui? La police ou un gang rival? Non, la police. La police. Les gangs, ça fonctionne comment ici? C'est pas comme le state. C'est pas C'est comme pas chez vous. comme en Amérique, chez vous, ici, y a c'est pas pas de ça. gang. Voilà. Ici, c'est plus des quartiers, des cités. Mais il n'y a pas de gang, des noms de gangs ou de... Nous, non, c'est les y a pas de quartiers. ça. Merci. Je vous remercie beaucoup. Aujourd'hui, je me promène dans Roubaix. Il est tôt, il fait froid, il y a du soleil. Et pour une fois qu'il y a du soleil, j'ai pas mes lunettes de soleil parce qu'imaginez-vous donc que je me suis fait voler dans mon véhicule. Ma prochaine rencontre, c'est Michel, un photographe qui, lui, se spécialise dans l'art urbain. Puis, à Roubaix, c'est un endroit magnifique pour ça. Michel, c'est un drôle de lieu pour une rencontre. Un peu, ouais. Je sais que Roubaix a mauvaise réputation, mais quand même, ici, on est dans les poubelles, hein? Bah, avant, il y avait un camp. Enfin, il y avait des habitations, il y avait des gens qui habitaient là. Et bah, après, ça Ils a ont tout peut-être- détruit. Ouais, ça a été rasé il n'y a pas longtemps. C'est pour ça qu'il reste encore des déchets. À ma grande surprise, je m'attendais à quelqu'un qui se spécialisait dans Roubaix, donc il allait mieux connaître la ville. Mais c'était pas le cas. Lui découvre la ville au fur et à mesure que son art l'emmène à découvrir des bâtiments. Tu es un explorateur, tu fais de la photo, Ouais. et le genre d'endroit que tu recherches, c'est quoi? Les endroits inhabituels parfois. Derrière, j'ai photographié une voiture volée. Des canapés qui avaient une belle esthétique. Sur ce terrain, j'ai fait plusieurs photos. Pour moi, c'est comme un terrain sauvage. C'est un peu de la terre où peut-être il va y avoir des jolies choses qui vont pousser et j'aime bien. Ce qui m'a frappé, c'est de voir que Michel, son attrait, c'était pour les choses qui étaient pratiquement détruites. Donc, un vieux bâtiment délabré,
un objet, un déchet. Donc, il avait l'impression de lui redonner la vie en le prenant en photo. Et qu'est-ce que tu recherches lorsque tu te promènes pour prendre une photo? Qu'est-ce qui va t'attirer? Qu'est-ce qui va attirer ton attention? Bah, je crois que c'est les choses banales. Parce que des fois, les choses les plus étranges, c'est ce qui est banal. Par exemple, ça, c'est une carcasse de voiture dans un terrain vague. Mais enfin, je me dis, si on s'y arrête, c'est quand même bizarre. On dirait comme, tu sais, les archéologues, quand ils cherchent des fossiles. Oui. Tu vois? C'est comme si c'était un fossile, mais de notre époque. Notre prochain arrêt, c'est un édifice abandonné qui tenait absolument à me faire découvrir. Ah bah c'est là. Bon, par contre, Hugo, toi, t'es costaud, mais il faut rester discret. Parce qu'il y a des gens, ils font leur business, ils font leurs affaires, tu vois. Allô, ouais, bouge de là, faut pas filmer ici, bouge. Faut pas filmer ici. Ah, vas-y. Bon, tranquille, c'est bon. Désolé, mec. Allô, bouge. Faut pas filmer ici. On peut pas filmer? Faut pas filmer ici. Coupe la caméra, coupe. Tu vises coupe. C'est bon. Malheureusement, on n'était pas les bienvenus et c'est exactement pour ça qu'il faut faire attention lorsqu'on se promène dans ce genre de ville-là. C'est quand on entre dans un endroit abandonné, c'est pas parce que c'est abandonné qu'il n'y a personne qui vit là. Ouais, ici, du coup, c'était rue de la Noix. Ça craint ici, hein? Ah, un peu. Des fois, il y a eu quelques histoires, des histoires de coups de feu, quelques agressions. Ah oui? Ouais, ça dépend qui c'est qu'on croise. Il peut y avoir des trucs, des fois. Après, j'ai failli habiter ici, dans cette rue, quand je suis arrivé à Roubaix. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que c'est la dame de l'agence immobilière qui m'a dit de ne pas prendre l'appartement. Et en fait, elle a dit qu'il y avait eu des coups de feu. Elle a dit non, mais le prenez pas. Donc c'est un peu rigolo que la personne qui fait le business te dit de... T'as dit de pas le louer. Michel, ça a été une belle rencontre. De rencontrer quelqu'un qui est passionné et qui pratique son art, c'est toujours intéressant parce qu'on est dans le positif. Et une ville comme Roubaix en a grandement besoin. Comme ma rencontre avec Michel me laissait sur mon appétit, j'ai décidé d'aller découvrir Roubaix par moi-même. Roubaix, à une certaine époque, était reconnue comme étant la ville aux 1000 cheminées parce que c'est une ville industrielle où il y avait beaucoup de vie, beaucoup de manufactures. Mais malheureusement, maintenant, lorsqu'on se promène à Roubaix, ce qu'on peut constater, c'est une ville un peu comme Détroit, avec beaucoup de maisons abandonnées, beaucoup de cheminées sans fumée. Things are about to get rough. You can't shrug and pass the buck. You've been waiting around long enough. The moment is here and you better stand up. Étant donné qu'on est dans une ville d'une autre époque, pourquoi pas aller visiter une de ces usines pour mieux comprendre ce qu'a déjà été Roubaix? Lorsque j'arrive sur place, c'est immense. J'ai aucune idée qu'est-ce qu'on fabriquait là, mais ce que je peux dire, il devait y avoir beaucoup d'ouvriers parce que c'est tellement grand, là, c'est à perte de vue. Lorsque je me suis aventuré sur place, malheureusement, c'était dégueulasse. Il y avait de la merde partout. J'avais l'impression qu'on utilisait l'endroit comme une toilette. J'ai vu un jeune accompagné de deux autres qui ont sorti d'un trou à travers le mur. Un des jeunes est venu me rencontrer. Il s'appelait Aurélien. Et là, il a commencé à me parler de la cause de ce que je trouvais là. C'est qui fait ça? Par terre, Oui. les gitans.
Les gitans, là-bas, ils viennent ici leurs toilettes. Ouais, tout le temps. C'est incroyable, hein, il y a de la merde partout. C'est dégueulasse surtout. Ils sont où, exactement? Vous voyez la grille là-bas? Ouais. Vous passez la grille, ils seront sur la droite. Donc, on va les trouver là-bas. Ouais, vous allez les trouver là-bas. Wow! C'était quoi, ça, cette usine-là, avant? Une usine de papier, je crois, ça devait être ticket de caisse ou quoi. Ah oui? Et là, ils font rien avec ça, ils l'ont fermé, puis... Ouais, ils l'ont fermé, ils font plus rien. Ils laissent comme ça à l'abandon. Puis est-ce que vous avez accès à tout l'intérieur? Ouais, en fait, il n'y a aucun passage là. Ça, c'est le passage pour entrer? Là, voilà, c'est la porte. Est-ce qu'on peut aller voir en dedans? Oui. Oui. Étant donné qu'on a un guide, on est aussi bien d'en profiter. Je vais enlever mes lunettes parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de soleil à l'intérieur. Une fois à l'intérieur, c'était très sombre. J'ai utilisé la lumière de mon cellulaire pour me diriger. Bon, on est à l'intérieur de l'usine. On est entré par le trou avec le jeune qui nous a emmenés. Lui, il nous a quittés, mais je vais continuer la visite. Fait qu'on va me diriger vers un deuxième étage parce que là, il y a de la lumière. On va voir qu'est-ce qui se passe. Je suis convaincu qu'il passe plus de temps là-bas qu'ici. Et à un moment donné, j'ai comme eu l'impression que j'étais pas seul. Il y a du monde. J'ai entendu du bruit en montant, fait que ils se sont déplacés. S'il y a quelqu'un, je ne ferai pas par exprès, puis je ne vais pas y chercher. Mais je suis en mesure de constater qu'il y a de l'activité ici. Il y a eu un feu là, beaucoup de vandalisme. Possiblement qu'ils viennent ici pour trouver un endroit pour être à l'abri des intempéries, consommer, se reposer, possiblement dormir, à l'abri des regards. Donc, ça attire les jeunes. Beaucoup de graffitis. Possiblement, sûrement des gangs aussi. Même si c'est pas des gangs comme aux États-Unis. On peut voir des signes. Donc, qui veut dire qu'ils appartiennent à un groupe. C'est quand même drôle parce que c'est le genre de choses qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant. On est en France. Ça existe. Bon, ce qu'il me dit, c'est qu'il y avait des gitans de l'autre côté de la clôture, à ma droite. Et comme j'avais déjà visité leurs toilettes, pourquoi pas aller voir un peu le campement des gitans?
Là, je vois une bonne fontaine. Il y a une hausse à jardin qui est collectée dessus. Donc, je présume que ça doit mener à leur campement. Il faut s'essayer de ne pas trop être intrusif. À 300 livres, c'est difficile de passer inaperçu. Une fois sur place, c'est un rassemblement de roulottes mobiles. Ils ont squatté un endroit, puis ils se sont installés là. Derrière moi, à ma gauche, la laveuse sécheuse. Donc, du courant, ils ont de l'eau. Ils sont en mesure de pouvoir faire leur lavage. Et à ma grande surprise, il y avait même des camions écoles. Ce qui est frappant, c'est que les villes coopèrent beaucoup pour permettre justement qu'il y ait un enseignement auprès des jeunes qui vivent ce mode de vie-là. J'ai décidé de trouver quelqu'un avec qui discuter pour qu'il m'explique un peu le mode de vie des Gitans. Bonjour. Ça va bien? Oui. Je cogne à une première porte, puis il y a une petite madame assez âgée qui me répond. Fait-tu longtemps que vous êtes ici? Il y a une semaine. Une semaine? Ouais. Êtes-vous tous de la même famille? Tous? Ouais. Avec les enfants, tout? Donc, vous voyagez ensemble? Ouais. Oui. Finalement, les Gitans, c'est des gens qui n'ont pas de domicile fixe, qui se promènent d'un endroit à l'autre. Et par la suite, vous allez vers où? Ah, bon, on ne sait pas. Vous vous promenez? Ouais. On ne sait pas. Ah, merci beaucoup. Allez, bonne journée. Quelque chose qui m'a vraiment surpris, c'est qu'en discutant avec eux, c'est que tu réalises qu'ils sont quand même assez articulés. C'est du monde qui font un certain sens. Et lorsque tu regardes la manière dont ils utilisent leur environnement, il n'y a pas vraiment de lien direct. Donc, je pense quand même qu'il y a place à amélioration dans leur mode de vie. Roubaix, c'est une ville industrielle qui a eu ses meilleures années il y a de ça déjà quelques années. Donc, on peut voir la ville avec ses briques rouges qui décrit l'époque manufacturière. C'est une ville qui est pauvre. Il y a des détritus partout. Souvent, lorsqu'on parle des jeunes dans ces endroits, c'est toujours à connotation négative. Donc, pour une fois, un phénomène positif qui m'intéresse beaucoup, c'est le fameux parcours. Donc, je m'en vais rencontrer l'Arbi, qui, lui, a développé un programme pour aider les jeunes qui viennent de milieux défavorisés à mettre un peu de couleur dans leur vie. L'Arbi, on est où exactement ici? On est sur le toit de la condition publique à Roubaix. Dans quel quartier de Roubaix? Le quartier du Pile. C'est-tu un beau quartier? C'est un beau quartier par le cœur, par les gens et par les initiatives qu'il peut y avoir. Et il y a aussi une face un peu plus compliquée. La délinquance, beaucoup de pauvreté, beaucoup de misère. Je crois qu'une des méthodes que tu as commencé à pratiquer, et je dirais même à embrasser, c'est le parcours. En quoi consiste le parcours? Le parcours, c'est une méthode d'entraînement qui permet d'aller d'un point A à un point B le plus rapidement et le plus efficacement possible en franchissant les obstacles de milieu urbain ou naturel. Quand on est face à un mur, quand on est face à un obstacle en face de soi, il faut l'analyser et trouver le moyen de pouvoir le passer le plus efficacement possible. L'entraînement consiste en quoi?
L'entraînement, il se fait en plusieurs parties. Il y a bien sûr la préparation physique. Il y a un gros renforcement musculaire, aussi bien de souplesse et d'agilité, de mobilité articulaire. Et ensuite, il y a l'entraînement technique. Souvent, c'est sous les conseils d'une personne et on essaye de faire un mouvement qu'on n'a jamais fait et qui, a priori, est particulièrement difficile à faire. Et il y a une autre partie qui est l'exploration, c'est-à-dire essayer de découvrir le lieu où est-ce qu'on est, c'est-à-dire j'ai jamais été là-bas, je vais y aller et ça fait partie de l'entraînement parce qu'en fait on met en pratique l'aspect technique et l'aspect renforcement musculaire. Larbi est quelqu'un de très enthousiaste, qui a une belle joie de vivre, une belle énergie, donc il y a beaucoup de choses à dire. Il est très articulé et surtout très intéressant. Est-ce qu'on atteint un certain niveau d'excellence dans le parcours? Par exemple, si je fais du karaté, je peux devenir ceinture noire. Dans le parcours, comment on sait lorsqu'on devient un maître? On sait qu'on devient un maître quand on attrape l'œil du traceur. C'est-à-dire l'œil du traceur, parce qu'un pratiquant de parcours, on dit un traceur. Et quand on a l'œil du traceur, c'est-à-dire que très rapidement, on analyse un endroit et on se dit « Ok, je mets mon pied là, je mets ma jambe gauche de ce côté-là, ma main droite, c'est bon, je sais comment je vais passer. » Et pendant que je cours, pendant que je vais vers l'obstacle, je sais déjà comment je vais passer. Et ça, c'est un point qui fait que tu as passé un cap. Souvent, il se fait autour de 3 ans de pratique. Et il n'y a pas de titre. On ne va pas te donner un grade, on ne va pas te mettre une ceinture, on ne va pas te mettre un équipement particulier pour dire « T'es bon ». Non, ça se voit, tout simplement. Quand il va bouger, quand la personne elle va tracer, ça va être beau. C'est quoi l'état d'esprit lorsque tu pratiques ton sport? Le parcours, je pense que c'est ce qu'il me fallait quand moi j'étais plus jeune. On était entouré de béton, beaucoup de règles, beaucoup de choses qui m'imposent de prendre une ligne et de choisir cette ligne-là. Par contre, dans le parcours, il n'y a plus de ligne, il n'y a plus d'endroit où passer. On choisit son chemin, on se dit je vais aller là-bas, je vais pouvoir aller là-bas parce que je me donne les moyens d'aller là-bas. Donc, en marchant avec lui dans la ville, on sent vraiment que Roubaix a déjà eu des meilleures années. Puis, ce qui était drôle, c'est qu'on parlait de jeunes qui sont plus dynamiques, de jeunes qui mettent du positif dans leur vie. Puis en même temps, on pouvait avoir dans la rue le contraste. Les autres jeunes que j'étais habitué de rencontrer, qui font du trafic, qui se tiennent dans les rues à faire les 400 coups. Peux-tu me parler de la rue où on est? Parce que ça n'a pas l'air très riche ici. Non, justement, on est dans l'un des quartiers les plus pauvres de France. C'est que des habitations, d'anciennes maisons ouvrières. Après la chute économique de la ville, ces maisons sont restées un peu telles quelles. Donc beaucoup de maisons sont inoccupées, d'autres vraiment mal vêtues, beaucoup de misère. Est-ce qu'on peut voir à l'œil, lorsqu'on entre dans un quartier, si elle provient de l'air industriel de la ville? Ah oui, c'est simple, très simple. En fait, du moins à Roubaix, on remarque très rapidement les petites maisons, les briques rouges, les maisons très serrées, assez étroites, qui datent d'au moins 30, 40, 50 ans. Et nous, c'est comme ça qu'on arrive à repérer les anciennes maisons ouvrières. Ensemble, on se rend dans le quartier d'Alma, rencontrer les jeunes de Parcours 59. On se rencontre dans l'intérieur d'un bloc où on discute un peu avec eux de leur quotidien, de la réalité. Donc, on est dans l'Alma ici. Exactement. On est dans le quartier de l'Alma. Là où est-ce que moi-même j'ai grandi, où est-ce que plusieurs ont grandi aussi, ont vu ces murs depuis des années. Donc, c'est quel type de population qu'on retrouve ici? Beaucoup de jeunes d'originaire d'Afrique. Est-ce qu'on parle ici d'une communauté qui est à majorité musulmane? Oui. Est-ce qu'on vit des tensions au niveau des religions ici?
On ne vit pas de tension sur les religions. En fait, il y a énormément de musulmans ici, à Roubaix. Moi-même, je suis musulman et je crois que tous sont musulmans ici. Le truc qui va pas, c'est qu'il y a cet écart entre la société qu'il y a à l'extérieur de Roubaix ou qu'il y a à l'extérieur des quartiers et ceux des quartiers, qu'on souvent stigmatise et qu'on pointe du doigt. Et qui crée en fait ce clivage et cet écart qu'il y a entre ces deux populations. Et c'est là où est-ce qu'il y a cette tension, j'ai envie de dire, de religion et communautaire. Vous, comment vous vivez ça? Ben, on a vécu ici pendant toute ma jeunesse et j'ai vu des choses passer incroyables. Hein. Quel genre de choses? Ben, des gens qui se battent à la machette. Ah oui? Ouais, des poursuites. À la machette? Ouais, c'est ça, à la machette. Des tirs, des coups de feu. Donc, oh, c'est... Il y a des tensions aussi, là. Ben, quand tu mets un poisson dans un aquarium, ça va, t'en mets 2, 3, ça va, mais quand l'aquarium il est exigu, il est petit et que t'en mets 100, et ben forcément, il y a un moment, ça craque. Et c'est ça qui crée les tensions. Donc, l'aquarium est trop petit. L'aquarium est trop petit. On a parlé de parcours, on a discuté du quartier. Est-ce qu'on peut voir quelque chose? Ah ouais? Ben les gars... J'avais vraiment hâte de le voir de mes yeux, parce qu'après l'avoir vu à la télé, je savais à quoi m'attendre, mais en le voyant pour de vrai, c'est vraiment impressionnant. Wow! Il n'y a pas de danger que je fasse ça. Malgré la température qui était peu propice à leur activité, c'était très froid, la surface était un peu glissante. Donc, ils m'ont fait une démonstration de leur talent. C'est incroyable. On dirait qu'ils pèsent rien. Wow! Même si c'était pas à la hauteur de ce qu'ils peuvent faire, je dois le dire, j'ai vraiment été impressionné. J'ai trouvé ça amusant. Puis je l'admets, j'aimerais ça être capable de faire ça moi aussi. Avant de quitter l'île, de façon à avoir une meilleure perspective de la dynamique de la ville, je me décide de me rendre à la Citadelle pour rencontrer un groupe d'individus d'extrême droite qui font beaucoup parler d'eux. Le lieu de rencontre, c'est un bar privé en plein cœur du centre-ville. Le dernier endroit où j'aurais cru qu'on aurait fait ça. Donc, une fois à l'intérieur, il y a beaucoup de monde, une belle foule, ils sont jeunes, ils s'amusent, ils consomment de la bière. On sent qu'il y a un très fort sentiment d'appartenance, un certain côté exclusif. Et je me rends compte qu'eux partagent tous la même opinion. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir en discuter avec leur leader pour mieux comprendre justement la dynamique de leur parti. Aurélien, peux-tu me parler de Génération Identitaire? Alors, Génération Identitaire, c'est un mouvement de jeunesse européen de 15 à 25 ans, formation de cadres. On mène des actions novatrices. On s'est inspiré de groupes que vous connaissez sûrement, Greenpeace, essentiellement. C'est ce qu'on appelle de l'agi propre. J'ai vite compris qu'Aurélien, lui, s'était préparé parce que pour lui, c'était une fenêtre de visibilité pour justement faire passer son message. L'Europe est, totalement employer le mot, envahie. Les problèmes sont graves. Que faisons-nous?
C'est pour ça qu'en 2012, on a lancé Génération Identitaire avec l'action sur le toit de la mosquée de Poitiers. Nous avons demandé un référendum sur la construction de minarets en France. Ça vient d'être jugé d'ailleurs. Les 5 cadres qui ont organisé cette action ont été condamnés à 1 an de prison avec sursis et à 40 000 € d'amende parce qu'ils demandent simplement un référendum sur la construction de mosquées dans leur pays. Lorsqu'on s'est mis à parler, je peux vous dire, c'était presque intimidant parce que tout le monde a arrêté leur activité pour écouter ce qu'Aurélien avait à dire. Donc, on sent qu'il est très charismatique, quelqu'un qui est très articulé, connaît bien son sujet et il y a beaucoup de fidèles. Vous considérez-vous comme des sonneurs d'alarme? C'est un terme qui commence à être employé quand on parle des identitaires. C'est ce que nous sommes. Nous sommes des lanceurs d'alerte. C'est que voilà, on met le doigt là où ça fait mal. On parle beaucoup de problèmes. Quels sont ces problèmes? Les problèmes sont multiples. Mais le premier des problèmes aujourd'hui en Europe, en France et en Europe, c'est l'immigration massive et l'islamisation de nos territoires. L'islamisation de ce pays a fait plusieurs centaines de morts. C'est inédit, ça n'est jamais arrivé à l'époque moderne. Il y a toujours eu de l'immigration en Europe. Nous aussi, dans le nord de la France, nous avons eu beaucoup d'immigration polonaise, italienne. Et étrangement, tout s'est très bien passé, il n'y a pas eu de centaines de morts. Je pense que les populations africaines et maghrébines qui arrivent en France sont des populations problèmes, des populations criminogènes. Nous, notre travail, c'est de montrer les problèmes et de développer des concepts, des idées. Aujourd'hui, le concept qu'on essaie de mettre sur le devant de la scène, c'est le concept de remigration. La remigration, c'est quoi? C'est qu'une grande partie, ou la quasi-totalité des extra-européens qui sont en France et en Europe, retournent dans leur pays d'origine. Serais-tu prêt à ce que le gouvernement français paye des bateaux pour les embarquer et les ramener chez eux? Pourquoi pas, ouais. Après, je veux dire, nous, les extra-européens, les islamistes, peuvent repartir chez eux par tous les moyens, en bateau, en avion ou en secours volante. Ils repartent chez eux comme ils veulent. C'est pas trop extrême comme façon de penser, tu crois? Je pense que ce qui est extrême, c'est la situation de la France actuellement. C'est de voir 100 personnes se faire tuer au Bataclan par des mecs avec des kalachnikovs. C'est ça qui est extrême pour moi. C'est pas de vouloir se défendre, de vouloir la paix. Est-ce que vouloir la paix, c'est extrême? Parce que soyons clairs, si l'islam se développe encore sur ce continent, en France, dans ce pays, ce sera la guerre civile. Donc, à un certain moment, je lui ai posé la question que je me devais de poser. Je lui ai demandé s'il était raciste. J'ai regardé sur le net différents articles et il y en a qui vous appelaient des racistes. C'est quoi votre position là-dessus? Ici, c'est un bar, un lieu, une maison d'identité réservée aux Français. Et pour être Français, il faut avant tout être blanc. C'est vrai. Les grandes lignes de la vision d'Aurélien, c'est que malheureusement, un Européen devrait être blanc. Et si tu viens pas d'Europe, tu devrais retourner dans ton pays. Est-ce que ça te fait peur, l'avenir? Non, l'avenir ne me fait pas peur parce que je suis un indécrottable optimiste. Nous avons, nous les Européens, ce que n'a personne d'autre dans le monde, le génie européen. Nous avons quand même construit, il faut bien le dire, la quasi-totalité du monde que nous connaissons aujourd'hui. Donc nous avons ce génie-là, qui est en nous, mais qui est en dormition. Un jour, ça va se réveiller. Il y a un éveil déjà, ne serait-ce que la jeunesse. Aujourd'hui, les jeunes nous rejoignent par dizaines, par centaines. Et je crois en cet éveil, je crois en l'avenir des Européens, je crois en la foi des Européens, je crois en leur force. Nous gagnerons, c'est certain. Merci beaucoup. Dans aucun cas, je peux endosser le côté extrémiste du discours d'Aurélien, mais possiblement qu'à quelque part, il y a quand même un fond de vérité. Non sur le côté racial, mais sur le côté que finalement, on a une planète puis on se doit de la partager et qu'à un moment donné, il faut mettre nos différences de côté pour faire en sorte que ça fonctionne. Mont-Béliard-de-l'Île, c'est une ville à deux visages. D'un côté, on a la beauté, la richesse, une architecture, du tourisme, de l'abondance. Et de l'autre, on retrouve la pauvreté, la criminalité.
et des gens qui font à peu près tout pour survivre.